Regardant distraitement Terminator, gobant votre déjeuner à la Matrix, humain après tout, vous suivez Combat Futur, animé à la bouche et balado-diffusion de son commandement. À la 2 et à la 3, nous recevons le chef de bataillon Jacobs, chef de projet Kohoma au sein du Battle Lab Terre, pour nous faire état des avancées d'un certain challenge combat homme-machine. Mon commandant, bonjour. Bonjour. Alors vous en êtes au Kohoma 3. Qu'est-ce qui a fondamentalement évolué en, je crois, 4 ans, c'est ça? Ouais, 4 ans, c'est ça, ouais. Lancé en 2022. Alors Kohoma, c'est collaboration homme-machine. Mais en fait, combat homme-machine, c'est aussi une bonne idée parce que c'est totalement dans l'ADN de Kohoma. Donc, bien vu pour cette introduction. Qu'est-ce qui a changé? En fait, on est tout le temps obligé de changer parce que sinon, il faut que ce type de challenge reste attractif. Il faut toujours proposer des challenges aux équipes qui vont y participer. Alors, à chaque fois d'édition en édition, on fait évoluer le challenge, mais on garde le même ADN. Et en fait, l'ADN de Kohoma, c'est toujours le même, c'est d'éprouver des systèmes robotisés terrestres et aériens, bon, pour faire simple, des drones et des robots, qui sont en cours de développement, mais plutôt à un niveau de maturité avancé. Et on va les confronter à la réalité du terrain militaire et à un scénario opérationnel. Parce qu'en fait, si vous voulez vraiment connaître l'état de l'art technologique, comme on aime à le dire, et stimuler l'innovation dans ce domaine-là, je pourrais être un peu méchant en disant soit vous allez dans les salons d'armement où vous regardez les démonstrations et vous dites « Ah, c'est super, la robotique avance », soit vous organisez ce type de challenge pour réellement confronter ces systèmes. Quand je dis à la réalité du terrain, c'est-à-dire mettre les robots sur des pistes qui sont un peu cabossées, les aller dans une végétation qui est dense avec du dénivelé, mettre les drones dans des situations où il peut y avoir du vent, etc. Et puis après, les confronter à une réalité opérationnelle, parce qu'in fine, il faut réaliser une mission. Et donc, il faut être capable de se déployer dans une zone d'opération, d'identifier un ennemi, d'être capable pour l'équipe de se coordonner avec l'unité qui est à côté, de rendre compte à l'échelon supérieur. Et en fait, c'est là que vous voyez l'apport de la machine pour l'homme. Et c'est ça le but de Kohoma. Alors évidemment, il y a des choses qui ont évolué. Et ce qui a évolué vraiment d'édition en édition, ce sont les scénarios qu'on va jouer. En fait, les 2 premières éditions, c'était des scénarios plutôt offensifs, où en fait les équipes suivaient au plus près les drones et les robots qu'elles télépilotaient. Et là, pour la 3e édition, on a retourné la chaussette et on a joué un scénario défensif. C'est-à-dire que les équipes est restées dans un poste de commandement, on va dire tactique, soit dans une tente, soit dans un véhicule maître, comme on appelle. Et c'était les drones et les robots qui s'éloignaient d'eux dans une zone d'opération pour réaliser la mission. Et donc, c'est là qu'on a vu de nouvelles choses. Et ça qui est intéressant, parce que quand vous mettez un nouveau scénario, vous mettez de nouveaux impératifs opérationnels. Et derrière, vous avez de nouvelles solutions techniques. Par exemple, moi, j'aime bien prendre l'exemple de... vous allez devoir protéger votre poste de commandement pendant 2 heures en mettant un drone en l'air. Et bien en fait, ça c'est un impératif opérationnel. Et la réponse technique, ça va être d'être capable de mettre un drone en l'air pendant 2 heures. Soit vous le mettez avec un système filaire qui va pouvoir l'alimenter pendant 2 heures, soit vous imaginez un système de relève de position de drone qui permet d'avoir toujours des drones en l'air. Et donc voilà, c'est ça qui a évolué, ce sont les scénarios et les réponses qu'on y apporte. Et puis après, le challenge, c'est aussi un peu opérationnalisé. On a maintenant un poste de commandement qui a grandi, qui s'est structuré et qui permet en fait d'avoir un bon commandement tactique des unités qui sont sur le terrain, enfin des équipes qui sont sur le terrain. Et après, on a une équipe rétex aussi qui a de plus en plus d'outils d'analyse de situation pour faire un très bon retour à chaud des équipes et après bâtir le rétex de Kohoma final, qui est quand même le livrable final qu'on doit livrer en fait. Alors, rapport au rétex, on sent quand même un fort apport de tout ce qui a pu se passer dans la guerre russo-ukrainienne, surtout ces 2 dernières années. Oui, tout à fait. Forcément, dans la réponse que les équipes apportent aux problématiques opérationnelles qu'on leur donne, on sent qu'il y a eu une influence de ces conflits-là. Typiquement, on a vu des drones filaires, des robots filaires pour permettre aux drones et aux robots d'aller de plus en plus loin. On a vu une hybridité des réseaux qui ont été utilisés par les équipes, c'est-à-dire que si vous avez une gamme de fréquences qui tombe, vous pouvez en utiliser d'autres. Et ça, on sent qu'en fait que c'est une évolution globale qu'ont eu les équipes.
et qu'elles ont été influencées par les retours d'expérience. Même si nous, dans la conception de nos scénarios, on n'a pas voulu, et ça c'était une volonté, on n'a pas voulu trop centrer sur le conflit, par exemple ukrainien, en mettant à tout prix du brouillage, parce qu'on estimait que c'était pas encore le moment, le niveau de maturité n'était pas suffisant. Mais quand même, dans les réponses, on a vu qu'il y avait cette influence des conflits extérieurs. Alors, vous travaillez avec des systèmes, on entend généralement autonomes, téléopérés, supervisés. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliciter quelles sont les différences, comment on les utilise, et est-ce que on peut imaginer que tous les systèmes soient utilisés en même temps? Oui, alors là, vous faites des références à des niveaux d'autonomie. Alors, il existe plusieurs échelles de classification des niveaux d'autonomie. Grosso modo, à chaque fois, ça part de la téléopération directe du système à vue, c'est-à-dire j'ai ma télécommande et je contrôle mon drone et mon robot à vue. Et la dernière étape, à l'inverse, c'est l'autonomie entière du système, c'est-à-dire que je lui donne un ordre de ce qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire va dans cette zone-là et surveille la zone. Et après, le système se débrouille pour le faire tout seul. Et entre-temps, il y a un certain nombre d'étapes intermédiaires, qui est la téléopération hors vue, la navigation autonome, et puis après, la capacité à faire des actions autonomes. Nous, Kooma, on est plutôt en bas de l'échelle, entre guillemets, encore. C'est-à-dire qu'on est encore dans la phase de téléopération. En fait, 95% des cas d'usage, ça a été de la téléopération. Alors, pas de la téléopération directe, mais de la téléopération hors vue. Mais malheureusement, on constate avec cette 3e édition qu'on reste encore sur un opérateur pour un système, alors qu'en fait la tendance actuelle voudrait qu'aujourd'hui un téléopérateur soit capable de téléopérer plusieurs drones ou plusieurs robots en même temps pour réaliser une mission. Alors on a eu des prémices en fait d'autonomie avec 2 équipes qui ont fait de la navigation par waypoint pour leur robot terrestre. Et on a une équipe qui nous a proposé un essaim de drone, un vrai essaim, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné un ordre de haut niveau, c'est-à-dire va dans cette zone-là et essaye de détecter le fameux ennemi de Kooma qui est le cube rouge avec le QR code, et l'essaim l'a fait. Alors bon, c'était un essaim de 3 drones, mais au moins la logique d'essaim d'autonomie était là. Et pour le reste, il y a eu d'autres promesses qui n'ont pas pu être exécutées sur le terrain, en raison de difficultés techniques très, on va dire primaires, qui est les problèmes de liaison radio qui ont empêché cette voie vers l'autonomie. Donc voilà, en fait, c'est aussi une des conclusions de ce dernier challenge-là, c'est que il y a une vraie volonté d'aller vers l'autonomie, mais pour ça, il faudra quand même passer par être fort sur ces fondamentaux de la robotique pour pouvoir aller plus loin dans l'autonomie. Alors pour mieux travailler avec ces robots, il faut une interface. Alors comment elles évoluent? Alors les interfaces, les interfaces homme-machine, elles évoluent d'édition en édition. Elles ont tendance à se standardiser, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que elles deviennent de plus en plus faciles à installer et une fois qu'elles sont installées, de plus en plus fonctionnelles. C'est-à-dire que avant on avait quand même des équipes qui avaient un écran et puis après plusieurs joysticks et ils passaient d'un joystick à un autre pour télépiloter tel drone, puis passer à tel robot, etc. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'équipes qui ont réussi à synthétiser ça sur un système de commandement où par un bouton ils switchent d'un drone à un robot. Et voilà. Et ça, ils l'apprennent par expérience. Enfin, j'aime bien citer l'exemple de l'équipe Care qui a gagné les circuits 2 et qui a eu une très mauvaise expérience de Kooma 2 où ils étaient dans un VAB, là, ces vieux véhicules blindés. Et en fait, les VAB n'étaient pas équipés, donc ils sont arrivés avec leur écran, leur joystick. Et puis après, c'était parti sur les pistes et tout a commencé à valdinguer à gauche, à droite. Et ça a été très compliqué. Là, ils sont arrivés sur Kooma 3. Ils avaient installé une valise protégée qu'ils ont fixée en quelques minutes. Et puis il y avait beaucoup moins de boutons à toucher. Et donc en fait, c'est par l'expérience qu'ils ont entre guillemets professionnalisé leur interface. Et donc la plupart des équipes vont dans ce sens-là. On est sur des interfaces qui sont plus faciles à installer, plus robustes et plus utilisables, j'ai envie de dire, pour la mission. Alors ces interfaces, on a compris, tout s'adapte, mais comment on fait pour que le système en général soit plus résilient,
quid de tout le problème d'énergie et ce genre de choses, quoi. Ouais, alors c'est l'intérêt de Coma, hein, c'est de confronter rapidement ces systèmes à leurs limites et donc de tester leur résilience. Alors sur la résilience mécanique, on avait beaucoup de bonnes choses, notamment des robots qui ont une plus haute garde au sol, ou alors qui sont protégés par le bas pour quand il y a des petits chocs, ils se cassent pas. Comme pour citer mon camarade, le commandant Rodier du Battle Lab Terre, on a moins vu de robots à roue de caddie, mais plus des robots qui sont capables d'aller sur des pistes. Donc on a une meilleure résilience mécanique, on a une meilleure résilience à la durée. Donc vous disiez l'endurance énergétique. On a quand même des drones qui volent plus longtemps. Ou alors, s'ils volent pas plus longtemps, on a eu vu des solutions pour qu'il y ait une meilleure capacité de changer d'un robot d'un drone à un autre pour effectuer la mission. En fait, ce qui pêche aujourd'hui, c'est plutôt la résilience des communications, de la liaison de données entre l'opérateur et son système. Ça reste le principal enseignement de la dernière édition. C'est compliqué pour toutes les équipes. En fait, toutes les équipes ont été confrontées à un problème de résilience des réseaux pendant leur mission. Et la plupart ont perdu un drone ou un robot, soit définitivement, soit de manière temporaire. Donc elles ont toutes des difficultés par rapport à ça, que ce soit la petite école d'ingénieurs jusqu'au grand groupe industriel. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir continuer à déverrouiller, cette résilience-là qu'il va falloir dépasser si on veut vraiment progresser dans la robotique aéroterrestre, c'est-à-dire à la fois sur les drones et sur les robots et sur la capacité des deux à collaborer ensemble pour réaliser une mission. Alors, on a besoin d'informations quand on est au combat. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème avec le big data qui pourrait devenir sur le champ de bataille un fat data, un fardeau? Oui. Alors, le problème de la donnée sur Kooma, elle vient pas tant de la complexité de la situation opérationnelle, où en fait il y aurait beaucoup de données à analyser sur l'ennemi ou sur le terrain, d'en synthétiser et d'en donner une réponse opérationnelle. Le problème de la donnée sur Kooma, ça concerne tout ce qui est remontée de données des systèmes terrestres et aériens vers l'opérateur, et notamment le flux visuel qui doit être en fait en permanence là, puisque les systèmes sont téléopérés. Donc il va bien falloir à un moment donné que l'opérateur voit ce que voit son drone et son robot. Et donc c'est ça qui pêche aujourd'hui. Alors il y a certaines équipes qui ont réussi à prioriser la donnée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils acceptent de dire ok, je coupe le flux et je garde du flux pour faire avancer le drone et le robot. Je sais pas exactement où il va, mais comme je suis dans une zone sûre, je lui fais confiance et après je récupérerai suffisamment de réseau entre guillemets pour avoir le flux vidéo. Donc ça a été en fait des bonnes initiatives de certaines équipes là. Mais quoi qu'il en soit, pour résoudre ce problème de flux, il faudra aller vers de l'autonomie, parce que si vous avez un drone ou un robot qui est capable d'y aller tout seul, forcément derrière il sera pas obligé de vous renvoyer en permanence du flux puisqu'il saura y aller tout seul. Donc voilà, cette gestion de la data, elle vient de la capacité en fait à mouvoir ces systèmes-là et à leur donner suffisamment d'autonomie pour que le flux ne soit pas tout le temps à 100% et d'en garder un peu, parce que derrière, il faut aussi être capable de rendre compte à l'échelon supérieur, de se coordonner avec les unités amies. Et donc, c'est comme ça qu'on répondra à la question du flux, quoi. Alors, Kooma 3, ça a été 2 scénarios principaux. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Et quelle était la différence entre ces 2 scénarios? Alors, on avait effectivement 2 scénarios. Le scénario 1, c'était pour les équipes les plus structurées, les plus ambitieuses, les plus grosses équipes, qui avaient pour mission d'abord de reconnaître une phase de reconnaissance offensive. Et après, il y avait la phase de tenir une zone. Et le deuxième scénario, et donc ces premières équipes, elles étaient dans un véhicule blindé, et les téléopérateurs téléopéraient leur système depuis ce véhicule blindé. Et le deuxième scénario, c'était pour toutes les autres équipes, ne faisait que la deuxième partie du scénario, c'était que la phase mission tenir une zone. Et elles étaient installées dans une tente qui leur servait de poste de commandement tactique. D'ailleurs, je fais un petit aparté sur le poste de commandement.
Il y a une analyse dans Kooma qui est très facteur humain aussi. On voit comment les opérateurs s'organisent et comment toute la capacité à s'organiser, à bien s'organiser pour après bien télépiloter les systèmes. Et on voit en fait que les équipes qui s'en sont bien sorties, c'était des équipes qui s'étaient entraînées avant et en fait qui ne découvraient pas la place de chacun dans le poste de commandement avant de commencer la mission. Et donc en fait parfois on a vu des équipes un peu improvisées sur quand elles arrivaient dans la tente. Bon alors où est-ce que se met le chef, où est-ce que se met l'opérateur robot, où est-ce que se met l'opérateur drone, alors que qu'est-ce qu'on affiche devant tout le monde. Et en fait la performance vient aussi de la performance du système, mais de la capacité à bien s'organiser pour réaliser la mission. Mais plus globalement, ce que nous a appris les deux scénarios, c'est que le nœud du problème, ça reste les problèmes de communication entre les opérateurs et leur système, quel que soit les scénarios 1 et 2, quelles que soient les équipes. En fait, on pensait que Kooma 3, ça serait l'édition de la consolidation, c'est-à-dire qu'il serait fort sur les fondamentaux et qu'on pourrait aller plus loin sur les innovations. Et on constate qu'en fait, il y a un certain nombre de briques technologiques qui découlaient de la bonne qualité de la liaison de données entre opérateurs et systèmes, qui étaient en cascade de ça, qui ont pas pu être mises en œuvre parce que il y a encore ce problème central. Et donc les équipes, quelle que soit leur taille, doivent solutionner ce problème-là. Alors il y a plusieurs solutions qui existent. Il y a la capacité à mettre des drones en l'air en relais de communication. Il y a de l'hybridité du réseau, donc mélanger de la Wi-Fi, de la 4G. Il y a déployer des réseaux mesh, c'est-à-dire qu'en fait chaque robot, chaque drone constitue un relais pour l'autre, et après on peut aller de plus en plus loin pour télépiloter les systèmes. En fait, il y a plein de solutions qui existent et que connaissent les équipes, mais c'est dans la mise en œuvre de ça que ça pêche encore. Et c'est dommage parce qu'en fait, Kooma, c'est 65 briques technologiques qui ont été présentées en fait pendant les ateliers, ce qu'on appelle les ateliers techniques avant la mise en situation opérationnelle. Et finalement, sur ces 65 briques technologiques, on n'a pas pu toutes les voir mises en œuvre pendant la phase tactique, justement à cause de ce problème de liaison de radio. Alors vous parliez de facteurs humains. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé chez les acteurs industriels et académiques qui animent ce Kooma? En fait, elles capitalisent leur expérience de Kooma en essayant de faire un vrai travail d'introspection en disant qu'est-ce qui n'a pas marché pendant la dernière édition et comment on va pouvoir s'organiser pour la prochaine. Et donc, par exemple, l'équipe CARE que j'ai cité tout à l'heure et qui a gagné le circuit 2, eux n'avaient pas de spécialiste de la liaison de données et ils sont allés en chercher un. Et c'est comme ça que l'équipe a progressé. Donc, en fait, elles capitalisent. Elles essayent aussi elles ont compris aussi que Kooma, c'était quand même un endroit où on pouvait tester des choses et rater. Et donc, on a quand même beaucoup d'innovation à chaque challenge, enfin à chaque édition. Et donc là, on a vu un casque VR, on a vu 2 équipes qui ont utilisé un casque de réalité virtuelle pour modéliser l'environnement de la mission et mieux appréhender où pouvaient aller leurs drones et leurs robots, parce que je rappelle qu'ils connaissent pas la zone où ils vont aller. Donc cette modélisation qu'ils ont pu faire en 3D avant va leur permettre d'aider à réaliser leur mission. Donc en fait, elles gardent quand même cette envie d'innovation en plus de cette volonté de progresser sur les fondamentaux techniques. Et puis après, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a des équipes qui sont assez fidèles, c'est-à-dire qu'elles reviennent d'édition en édition, mais elles vont chercher la petite PME, la petite TPE qui va leur apporter ce petit truc en plus. Ou alors, parfois il y a un phénomène de mercato, un peu comme dans le sport, c'est qu'il y a un tel qui était dans telle équipe, va passer dans l'autre équipe, parce qu'il pense que l'autre peut être plus performante, etc. Donc finalement, nous, on est observateurs, on laisse faire. Mais ce qui est intéressant de voir, et c'est un aussi des objectifs de Kooma, c'est qu'il y a une communauté de la robotique qui s'est créée autour du challenge là. Les gens se rencontrent pendant les éditions, et puis finalement se disent pourquoi pas travailler ensemble. Et après, pourquoi pas travailler ensemble au-delà de Kooma sur après des projets même civils. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Allez, on court, on se projette. Le Kooma 4, évolution, révolution.
Alors j'ai plein d'idées pour Kooma 4. Le but, c'est de se rapprocher d'un vrai scénario opérationnel avec un ennemi qui soit plus seulement que le fameux cube rouge de Kooma avec le QR code, mais un ennemi qui a une forme plus humaine ou d'un véhicule militaire, etc., qui soit capable de bouger, etc. Et donc voilà, il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude. Plus ou moins ambitieux, avec l'introduction de simulateurs de tir de combat, pour qu'on se rapproche d'une réalité opérationnelle. Voilà, on est en train de travailler dessus. Maintenant, il va falloir qu'on se coordonne avec les autres initiatives robotiques de l'armée de terre qui sont actuellement en cours. Donc, il y a le projet Pendragon qui vise à créer une unité robotique de combat autonome à l'horizon 2027. Donc là, en fait, c'est la voie la plus rapide pour aller vers l'autonomie. Il y a d'autres projets comme Mobilex qui est fait par l'Agence Innovation de Défense et la Direction Générale pour l'Armement, qui travaille aussi là sur la mobilité autonome, mais pas forcément avec un scénario militaire. Il y a des aspects programmatiques pour l'acquisition de drones et de robots dans l'armée de terre. Et donc derrière, il y a Kooma. Donc le but pour nous, c'est de nous coordonner afin de donner une réponse unifiée envers les participants, qu'ils soient académiques ou industriels, pour que ils puissent s'inscrire dans une sorte de trame robotique et participer au bon challenge au bon moment pour que tout le monde puisse travailler, parce que tout le monde ne va pas faire Kooma ou tout le monde ne va pas faire Pendragon, mais tout le monde veut faire de la robotique. Donc tout le monde puisse travailler à son niveau, et au bon moment. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les initiatives. C'est ça sur lequel on est en train de travailler et qu'on va bientôt aboutir. Merci mon commandant de nous avoir relaté cette expérience hors du commun qui relève déjà du quasi-présent et quotidien du fait militaire. Combat futur s'estompe dans les brouillards de la guerre et entre chiens et loups, mais nous reviendrons les batteries chargées, mi-beau, mi-haut-parleur, et vous verrez à travers nous comme une radio. Bonjour chez vous.